Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le magmatisme intense en zone de dorsale. Alors, comme vous le savez déjà, la lithosphère océanique est constituée de péridotites dans sa partie la plus profonde, surmontée par des gabbros, eux-mêmes surmontés par des basaltes en coussin. On va retrouver des basaltes, des filons de basalte dans la partie supérieure des gabbros. Au milieu d'un océan, on va retrouver une dorsale. La longueur totale des dorsales à la surface de la Terre atteint 60 000 km. Les dorsales sont des frontières de plaques en divergence. Les études de tomographie sismique ont montré sous les dorsales la présence de matériaux anormalement chauds. Les zones de dorsales sont des zones où le magmatisme va être intense. Du magma donc se forme en profondeur et va être à l'origine des nouvelles roches de la croûte océanique. Alors, comment se forme le magma à l'origine des roches de la croûte océanique ? Sous la croûte océanique se trouvent les roches du manteau, à savoir la péridotite. Il faut donc que la péridotite fonde pour générer du magma. Intéressons-nous alors au diagramme de phase de la péridotite. Il représente l'état de la péridotite en fonction des conditions de température et de pression. Ici est représenté en orange le solidus. Le solidus correspond à l'ensemble des températures et de pression au-delà desquelles la péridotite va fondre. En effet, à gauche du solidus, les conditions de température et de pression sont telles que la péridotite est dans un état solide. À droite du solidus, la péridotite commence à fondre. On parle de fusion partielle, une partie est solide et une partie est liquide. En rouge, la droite correspond au liquidus, il s'agit des conditions de température et de pression au-delà desquelles la péridotite est entièrement fondue. Intéressons-nous au géotherme océanique moyen, par exemple, au niveau d'une plaine abyssale. Regardez, sans surprise, nous l'avons déjà vu, plus on s'enfonce dans la Terre, plus la température augmente. Ici, on constate néanmoins que le géotherme océanique moyen ne recoupe jamais la droite du solidus. En d'autres termes, jamais la température des roches n'est suffisante pour que ces dernières entrent en fusion partielle. Elles restent donc, quoi qu'il arrive, à l'état solide. Autrement dit, jamais les conditions de température permettent d'atteindre le solidus et donc une fusion partielle de la roche, et donc d'avoir un magma qui se forme. Deux processus permettraient d'expliquer le franchissement du solidus par une péridotite, soit une augmentation de la température pour une roche située à une pression donnée, soit une baisse de pression pour une roche ayant une température donnée. Regardons le géotherme océanique au niveau d'une dorsale. Il est justement décalé vers la droite. Alors, qu'est-ce qui explique ce géotherme si particulier au niveau d'une dorsale océanique ? Il faut savoir qu'à l'aplomb d'une dorsale, des mouvements de convection dans le manteau font remonter des péridotites et que ces péridotites, au cours de leur remontée, perdent très peu en température. Prenons une péridotite située à 200 km de profondeur. Elle sera environ à 1500 degrés et sera à l'état solide. Cette péridotite va remonter sans perdre en température, donc vers les 150 km de profondeur, elle sera toujours à 1500 degrés, toujours à l'état solide. Néanmoins, autour d'elle, la pression aura diminué du fait de la diminution de la profondeur à laquelle elle se trouve. Entre 120 et 90 km de profondeur, alors qu'ailleurs que dans une dorsale, au niveau d'une plaine abyssale, les péridotites sont trop froides pour franchir le solidus, les péridotites d'origine profonde ont une température voisine de 1500 degrés. Une température suffisamment élevée pour franchir le solidus et donc pour que la péridotite entre en fusion partielle. C'est donc une décompression de la péridotite, c'est-à-dire une diminution forte de la pression à température quasiment constante qui permet la fusion partielle de la péridotite. Des petites gouttes de magma vont alors se former, ces petites gouttes vont ensuite remonter en direction de la surface, puis s'accumuler dans une chambre magmatique. Précisons un peu plus la notion de fusion partielle, notamment à l'aide d'un modèle. La fusion partielle indique que la péridotite ne va pas fondre entièrement, une partie va former un liquide et une autre va rester solide. La péridotite est constituée de différents minéraux, eux-mêmes constitués de différents atomes qui ne vont pas réagir de la même façon face à la fusion partielle. En effet, certains minéraux vont fondre plus rapidement que d'autres, et au sein des minéraux, certains éléments vont rejoindre préférentiellement le liquide, tandis que d'autres vont rester de façon privilégiée dans le solide résiduel. Étudions l'entrée en fusion de différentes graisses qui ont des compositions chimiques différentes, qui vont représenter les différents minéraux d'une péridotite, à savoir la margarine, le beurre,
et de l'huile de palme. Notre solide initial est alors constitué d'un tiers de chacun des composants. C'est sa composition de départ. On remarque que le beurre a totalement fondu, la margarine a fondu à hauteur de 50% et l'huile de palme n'a fondu qu'à hauteur de 10%. Le liquide formé est alors constitué de 62,5% de beurre, 31,25% de margarine et 6,25% d'huile de palme. Le solide résiduel n'a plus la même composition que le solide initial. Il est alors composé de 35,7% de margarine et 64,29% d'huile de palme. Dans le cadre du magmatisme en zone de dorsale, la péridotite ne fond pas entièrement. Ainsi, certains éléments chimiques vont venir enrichir le liquide au détriment de la péridotite solide résiduelle. Ainsi, le liquide formé, le liquide magmatique formé, n'aura pas la même composition que la péridotite initiale. C'est pourquoi ce magma, en refroidissant, donnera une roche qui n'est pas une péridotite, mais un basalte ou un gabbro. D'ailleurs, en regardant les compositions chimiques des basaltes et des gabbros, et en les comparant à des expériences de fusion partielle de péridotite en laboratoire, on peut en déduire le pourcentage de fusion partielle des péridotites. La composition chimique d'un basalte est proche de la composition chimique du liquide obtenu suite à la fusion partielle d'une péridotite à un taux de 15%. On peut donc en déduire que le taux de fusion partielle de péridotite au niveau d'une zone de dorsale est d'environ 15%. À présent, comment cette activité magmatique, qui a lieu au niveau d'une zone de dorsale, va expliquer l'organisation des roches les unes par rapport aux autres, et donc comment expliquer la structure de cette croûte océanique. Tout d'abord, il faut savoir que les petites gouttelettes de magma issues de la fusion partielle de la péridotite vont remonter et s'accumuler dans une chambre magmatique superficielle entre 2 et 7 km de profondeur. Au niveau d'une dorsale, on va observer un phénomène de plutonisme, c'est-à-dire qu'une partie du magma va cristalliser lentement en profondeur et former les gabbros. Ils auront ainsi une texture grenue formée de gros cristaux jointifs. Un deuxième phénomène a lieu en zone de dorsale, il s'agit du volcanisme. Là, le magma va remonter rapidement à la surface et se retrouver refroidi brutalement, notamment au contact de l'eau de mer. Cela va donner naissance aux basaltes, qui auront une structure microlithique. Ils seront constitués de gros cristaux qui se sont formés dans la chambre magmatique, entourés d'une pâte de verre non cristallisée suite au refroidissement brutal. Et entre la surface et les gabbros, on va retrouver ces filons de basalte qui correspondent au chemin emprunté par le magma pour atteindre la surface. Quelques mots de conclusion. Vous l'avez déjà vu en étudiant les indices de déplacement des plaques lithosphériques à la surface de la Terre. La vitesse d'expansion océanique n'est pas la même en fonction des océans. Et cela s'observe bien lorsque l'on regarde la carte des âges des fonds océaniques. En effet, on remarque que l'océan Pacifique a une vitesse d'expansion beaucoup plus importante que l'océan Atlantique. Associées à ces vitesses d'écartement des plaques différentes, certaines dorsales sont qualifiées de rapides et certaines dorsales sont qualifiées de dorsales lentes. À vous, à présent, d'étudier les particularités de ces dorsales lentes. L'école sans mur, mais vous continuez de travailler, alors bon courage à tous et bon confinement.